Abordons maintenant le deuxième thème, à savoir la participation au pouvoir, et notamment le premier sujet se rapportant à ce thème-là, à savoir souveraineté nationale et souveraineté populaire. Et là, le sujet pose tout simplement la question de savoir quels sont les rapports, puisque vous l'avez vu en méthodologie, et c'est un sujet de distinction. Il s'agit ici de distinguer la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Donc en problématique, nous aurons quels sont les rapports entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. Et en grand 2, en grand 1, nous allons d'abord les différencier pour ensuite nuancer cette différenciation-là en grand 2. Alors, grand 1, nous avons différence entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. Nous avons deux différences. Grand A, différence quant au titulaire. Grand B, différence quant aux implications. Qu'entend-on par différence quant au titulaire? On veut dire tout simplement que dans le cadre de la souveraineté nationale, le titulaire du pouvoir, celui à qui appartient le pouvoir, c'est la nation. Et dans le cadre de la souveraineté populaire, celui à qui appartient le pouvoir, c'est le peuple. Grand B, différence quant aux implications. Il faut savoir que ces deux types de souveraineté impliquent chacun certaines choses. Alors, la souveraineté nationale implique un mandat représentatif. Les élus agissent sans recevoir des injonctions, des ordres de la part de leurs électeurs. Une fois élus, ils décident sans consulter ceux qu'ils sont censés représenter. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de pouvoir de révocabilité. C'est-à-dire, si les représentants s'écartent de la volonté des électeurs, ces derniers ne peuvent remettre en cause leur mandat. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre les prochaines élections pour les sanctionner. Et quelles sont les implications de la souveraineté populaire? La souveraineté populaire implique deux choses. Un mandat impératif et le principe de la révocabilité. Qu'est-ce que le mandat impératif? Cela veut dire que les élus reçoivent des injonctions de la part de leurs électeurs qui, même dans certains cas, ont le droit d'initiative législative. Exemple, ce qui se passe en Suisse, où les citoyens, par le moyen d'une pétition qui recueille 100 000 voix, peuvent initier une loi ou même un référendum. Alors, le mandat dans le cadre de la souveraineté populaire est révocable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les citoyens peuvent mettre fin au mandat de leurs représentants sans même attendre le terme de ce mandat-là. Et grand 2, souveraineté nationale, souveraineté populaire, une différence relative. Il faut remarquer que malgré cette distinction, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire entretiennent à bien des égards une certaine proximité. Une certaine proximité, c'est pour cela qu'on a dit ici grand A, complémentarité des deux types de souveraineté. Et là, si on s'en tient à l'article 3 de la Constitution sénégalaise, la souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. On voit dans cet article-là les deux conceptions de la souveraineté qui, dans la pratique, sont combinées. Grand B, souveraineté nationale, souveraineté populaire, une expression démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire de la nation le titulaire de la souveraineté revient à confier le pouvoir à des représentants qui ne sont élus que parce que le corps électoral le décide librement. Cela est sans doute une expression démocratique. Mais aussi un autre fait qui justifie cela. En permettant au peuple de participer directement au processus décisionnel, c'est là encore une expression de la démocratie. Même si dans la pratique, cette modalité de la souveraineté populaire est difficilement réalisable. Alors, le deuxième exercice concernant ce sujet-là est, comme vous deviez le remarquer, un exercice assez laborieux qui comporte des calculs. Et cela concerne principalement le mode de répartition des sièges. Quand on parle de mode de répartition des sièges, il faut de manière terre à terre tout simplement penser
à la distribution des voix, à la répartition des voix dans le cadre d'une élection. Alors, l'exercice, résoudre le problème suivant. Une élection législative a opposé 7 partis politiques. Les sièges à pourvoir sont au nombre de 20. Après le scrutin, les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 200 000 voix. Les partis ont obtenu respectivement parti A 25 000 voix, parti B 30 000 voix, parti C 10 000 voix, parti D 4 000 voix, parti E 45 000 voix, parti F 61 000 voix, parti G 25 000 voix, et on vous demande de répartir les sièges. Alors là, on attaque directement répartition des sièges par le mode de scrutin qu'on appelle le scrutin proportionnel, appelé aussi représentation proportionnelle. Il permet d'attribuer aux partis un nombre de sièges au prorata des suffrages qu'ils ont obtenus. Il donne plus de sens aux petits partis. La répartition des sièges obéit à un calcul plus ou moins difficile. Il convient avant tout de déterminer le quotient électoral. Déterminons le quotient électoral. Pour l'obtenir, on divise le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Donc ici, 200 000 divisé par 20, ça nous donne 10 000. Alors la détermination du quotient électoral permet de faire une première distribution entre les listes. En effet, autant de fois que ce quotient est contenu dans les suffrages, autant de fois la liste aura d'élus. Voilà. Une fois ce travail fait, il convient de répartir les restes. Quel que soit le mode d'attribution des sièges, la représentation proportionnelle laisse toujours subsister des voix inutilisées qu'il faut réinjecter dans le circuit des sièges lorsqu'ils sont non pourvus. Les sièges restants peuvent être attribués selon 2 techniques, le système des plus forts restes et le système de la plus forte moyenne. Répartition des voix, si vous calculez 25 000 divisé par 10 000, vous avez 2 sièges pour le parti A. Pour le parti B, 30 000 toujours divisé par 2 000, vous avez 3, reste 0. Parti C, 10 000 divisé par 10 000, 1 siège, reste 0. Parti D, 4 000 divisé par 10 000, voyez que ce parti-là, en tout cas pour ce qui concerne ce mode de siège-là, n'a pas de voix. Voilà, parti E, 45 000 divisé par 45 000 divisé par 10 000, vous avez 4, reste 5 000. Parti F, 61 000 divisé par 10 000, vous avez 6. Et enfin, parti Z, 25 000 divisé par 1000, vous avez 2 sièges, il vous reste 5 000 voix. Ainsi, on a parti A, 2 sièges, voilà, parti B, 3 sièges, parti C, 1 siège, parti D, 0 siège, parti 4, parti E du moins, excusez-moi, 4 sièges, parti F, 6 sièges, parti G, 2 sièges, ce qui fait un nombre total de 18 sièges pourvus sur 20. Donc vous voyez qu'il y a 2 sièges qui restent. Maintenant, le problème est de savoir déterminer comment répartir ces 2 sièges-là. Mettons application de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ce mode de répartition, il faut le rappeler, consiste à attribuer les sièges non pourvus aux listes qui ont les plus grands restes, peu importe que le quotient électoral soit ou non atteint. Après avoir divisé le nombre de suffrages obtenus par chaque parti au quotient électoral, on remarque que les partis A, E, G ont les plus forts restes avec 100 000. Le problème auquel on est confronté ici est celui de savoir comment répartir les 2 voix qui restent entre ces 3 partis, en se basant sur l'esprit de la réglementation de la représentation proportionnelle au plus fort reste, qui est de favoriser les plus petits partis. On attribuera les 2 sièges restants comme suit. Parti A, 1 siège, parti B, 1 siège. Voilà. Application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut partir des sièges restants et déterminer les moyennes
obtenus par chaque liste à partir du rapport entre le suffrage, donc une division obtenue, et le nombre des sièges obtenus, plus un siège fictif. Un siège fictif parce que c'est un siège qu'on ajoute comme ça. Parti A, 25 000, plus les 2 voix que ce parti-là avait, plus 1, ça donne 8 333,33. Parti B, 30 000, plus les 3 voix qu'il avait, plus 1, donc 4, ça donne 7 500 voix. Parti C, 10 000, plus la seule voix qu'il avait, plus l'autre voix fictive, ça fait 10 000 sur 2, donc 5 000. Parti D, 40 000, puisqu'il n'avait pas de voix, donc mettons 0 plus 1, ça donne 1. Donc 4 000 divisé par 1, ça donne 4 000 voix. Partie E, 45 000 divisé par 4 plus 1, ça donne 900. Partie C, 61 000 voix divisé par 6, les 6 voix qu'il avait, plus 1, ça donne 8 700 et quelques sièges. Partie G, c'est 25 000 divisé par 2 plus 1, donc 3, ça donne 8 333 sièges. On remarque que la liste E, voilà, dispose de la plus forte moyenne. Le premier siège lui sera alors attribué. Ainsi, il aura 4 sièges plus 1, donc 5 sièges. On refait la même opération pour attribuer le dernier siège restant. Donc, partie A, on aura 25 000 sièges plus 2 plus 1 de fictif, ça donne 8 333. Donc c'est un calcul qu'on avait fait auparavant et sur lequel il n'est pas besoin de revenir. Le dernier siège reviendra alors à la liste F. En définitive, les sièges seront répartis comme suit. Partie A, 2 sièges. Partie B, 3 sièges. Partie C, 1 siège. Partie D, il n'aura pas de siège, donc 0. Partie E, 5 sièges. Partie F, 7 sièges. Et enfin, partie G, 2 sièges.